Quantified Self, usage, acceptabilité et impact. Alors, je pense qu'il n'est pas la peine de vous rappeler ce qu'est le Quantified Self. Hein, c'est un peu les méthodes et les outils qui permettent de mesurer ces données personnelles et ensuite de les analyser, de les envoyer à son médecin et de les exploiter, bien sûr. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai 4 spécialistes autour de moi. Alors, à côté de moi, Luc Breton, qui est directeur du Technocentre d'Orange, qui a exercé plusieurs fonctions au sein d'Orange, hein, mais notamment commercial, marché des professionnels et des petites entreprises. Donc, il nous parlera, lui, vraiment de technologie. À côté de lui, Joël de Ronet, qu'on ne présente plus, qui est bien sûr prospectiviste, écrivain scientifique. Il a été chercheur au MIT, au prestigieux MIT, président exécutif de Biotics International et conseiller de la présidente d'Universcience, c'est-à-dire de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la Découverte. Alors, il a écrit, je crois, 12 ou 13 livres, quelque chose comme ça, oui. Et il a été bien sûr un des premiers à nous alerter sur le réchauffement climatique, ses risques, et puis bien sûr, même sur les biotech et même sur Internet aussi. Vous avez été parmi les premiers à nous en parler. À côté de lui, le sociologue de service, j'allais dire, Serge Guérin, qui est professeur à l'INSEC, donc docteur en sciences de la communication, professeur à l'ESG Management School. Il enseigne en master politique gérontologique à Sciences Po et donc spécialiste des questions liées au vieillissement, à l'intergénérationnel, aux enjeux du care. Et puis, vous êtes aussi journaliste, puisque vous êtes rédacteur en chef de la revue Réciproque, qui est une revue qui est centrée sur la problématique des aidants. Voilà, il a écrit aussi beaucoup d'ouvrages, dont La solidarité, ça existe, et en plus, ça rapporte. Et enfin, tout au bout de cette table, Jacques Richier, qui est PDG d'Alliance France, qui est aussi président du conseil d'administration d'Alliance Worldwide Care, qui est président de la Fédération française des sociétés anonymes d'assurance et membre du bureau de la FFSA, donc Fédération française des sociétés d'assurance. Et donc est intéressé au premier chef, bien sûr, par tout ce qui peut faire baisser les risques, et notamment le big data. Alors, je crois qu'on va commencer avec Joël de Ronet, qui va mettre tout de suite les pieds dans le plat, puisque vous, Gilles, vous me disiez tout à l'heure que vous ne croyez absolument pas à cette expression, que vous détestez cette expression de quantified self. C'est pas du tout que je n'y crois pas, c'est que j'aime pas l'expression. Pourquoi le dire en anglais et pas utiliser un mot français comme par exemple l'autodiagnostic numérique? L'autodiagnostic numérique, ça veut dire que des objets connectés qui sont plus seulement portables mais mettables, que l'on peut mettre au poignet ou qui détectent dans les vêtements un certain nombre d'informations sur le corps, nous permettent d'avoir un tableau de bord santé personnalisé. Ce que j'appelle en abrégé le TBSP, tableau de bord santé personnalisé. Ceci résulte de l'interconnexion de tout ce que ces objets connectés, portés par nous, mis sur notre corps, nous permettent de savoir des états, des paramètres de notre corps. Et le plus important à venir, et je sais que les gens d'Orange travaillent là-dessus, c'est surtout l'intégration des différents éléments qu'on a d'une manière séquentielle et séparée. On sait qu'on a une tension de temps, on sait que notre pouls bat à temps, que le cœur bat à temps, mais l'important, c'est l'intégration de ces différents éléments pour pouvoir faire en sorte que votre médecin, qui devient de plus en plus et qui deviendra de plus en plus un conseiller de vie, plutôt qu'un prescripteur d'ordonnance, aura les informations que vous pourrez lui envoyer sur son smartphone et donc être beaucoup mieux au courant que vous l'êtes vous de vous-même. Je termine en disant que ce que j'appelle l'autodiagnostic numérique, le Quantified Self dont vous parlez, constitue une véritable révolution, non seulement en médecine, mais dans l'industrie pharmaceutique, parce que la prévention quantifiable, grâce à une science très neuve, j'en dirai un mot si vous le voulez tout à l'heure, qui s'appelle l'épigénétique, qui est la science qui explique comment les gènes s'expriment différemment en fonction de notre comportement, prouve que l'on peut faire quelque chose pour soi. Et donc, oui, on peut vieillir jeune plutôt que vivre vieux. Oui, on peut se maintenir en meilleure santé en s'occupant de soi-même. Oui, on peut faire quelque chose pour soi. Et ces outils nous aident à mesurer comme un tableau de bord de voiture si on est sur la bonne voie. Et alors, vous pensez que les seniors vont vraiment s'équiper, vont accepter ces outils qu'on va leur ajouter sur le corps, ou qu'ils vont s'ajouter sur le corps? D'abord, qu'est-ce qu'un senior? Vous avez en face de vous une personne qui a 80 ans, tout presque.
Ça ne se voit pas, je confirme. Ça m'est égal que ça se voit ou pas. Le problème n'est pas là, c'est que moi, je me sens d'une cinquantaine d'années. Physiquement, intellectuellement, je fais du sport comme beaucoup de gens. Et les gens pourraient être comme ça s'ils le voulaient. Parce que c'est une question, finalement, de le vouloir. Est-ce qu'ils voudront utiliser ces outils? Oui, ces outils peuvent vous permettre, comme le tableau de bord de votre voiture, je reprends mon terme du tableau de bord santé personnalisé, peuvent vous permettre de savoir si, pas le régime, mais si la nutrition équilibrée que vous faites, si le sport modéré que vous faites, si les outils de management du stress, la méditation, le yoga et autre chose, ont sur votre corps une influence que vous pouvez mesurer. Alors là, oui, à ce moment-là, ce que vous appelez les seniors, c'est le terme de la silver economy, de seniors, bon, je ne sais pas à quel âge ça commence, ils vont s'en servir, c'est une question de coût aussi, et ce n'est pas pour toutes les classes sociales, mais c'est une question de compréhension de ce que ça peut faire pour vous. Or, aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas, on ne leur a pas bien expliqué, et les médecins, bien entendu, pensent que ça va leur enlever du pouvoir, et beaucoup d'entre eux n'expliquent pas que ces outils sont essentiels pour les aider à vous aider. Alors, quelques-uns de ces outils existent déjà. Est-ce que vous les utilisez? Et si oui, pour faire quoi? J'utilise constamment. D'abord, j'ai commencé par des fitness trackers, puisque je parle anglais là, maintenant. C'est-à-dire, comme je suis un sportif déchaîné et que je pratique des sports extrêmes d'une manière addictive, je suis vraiment addict, hein. Je suis addict au surf, au ski profond, aussi extrême. Donc je pratique tous ces sports à gogo avec des enfants, avec des amis. Donc je me sers de ça pour mesurer. Je sers quand je cours, quand je fais du vélo. J'ai à la maison 3 appareils. Je fais de la gymnastique tous les jours. Tous les jours, au moins 40 minutes. J'ai ce qu'on appelle un elliptique, c'est-à-dire une machine qui vous permet de ne pas vous asseoir sur une selle, mais de bouger les bras en même temps. 2, j'ai un vélo avec un truc très marrant qui me permet d'escalader l'école de montagne des Pyrénées comme Armstrong. Enfin, on ne peut plus parler de lui, il était tellement dopé que bon. Et troisièmement, j'ai un rameur avec un écran très marrant devant. Tout ça pour vous dire que ces 3 appareils me permettent de mesurer en continu ma vitesse cardiaque, ou à mon âge, je dis très, très proche de 80 ans, il y a une certaine limite. Il ne faut pas dépasser, par exemple, 140 pulsations par minute. Sinon, on rentre dans des phases risquées. Donc oui, je les utilise beaucoup. Et en plus de ça, j'utilise des systèmes qui ne sont pas seulement des fitness trackers, mais qui sont des systèmes de mesure d'autres paramètres de mon corps, notamment des choses qui intéressent beaucoup Orange, dont il nous parlera sûrement tout à l'heure. Donc oui, ça marche. Et oui, il faut les utiliser. Voilà. Mais ma question, c'était aussi, est-ce que vous pensez que les gens de plus de 60 ans en France, les Français, vont s'équiper? Ça coûte cher, je veux dire. Alors, je l'ai dit que ça coûtait cher, en partie. Il y a aujourd'hui, tenez-vous bien, 2 400 000 apps. 2 400 000 apps en iOS et en Android à télécharger sur son smartphone. 2 400 000. Dedans, il y en a plus de 800 000 qui concernent la santé. Donc, c'est une question de pratique et d'adaptation. Qu'est-ce que les gens ont aujourd'hui pour mesurer leur santé? 2 outils. Ça s'appelle le miroir et la balance. C'est quand même assez limité. On rentre dans sa salle de bain, on se pèse et on dit « Oh zut, j'ai pris 1 kilo, oh zut, j'en ai perdu 3 ». Deuxièmement, on se regarde dans la glace, on dit « J'ai des poches sous les yeux, oh là là, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose ». Mais avec le tableau de bord santé personnalisé dont je vous parle, c'est évident que ça va beaucoup plus loin que la balance et le miroir. Et donc, avec une éducation et une information, d'où le but de ce genre de salon et de ce genre de table ronde, que les gens comprennent que finalement, c'est dans leur intérêt de se doter de ces outils et qu'une montre qui nous donne l'heure, un portefeuille ou un smartphone qu'on a dans sa poche, ce sont des outils dont on s'est doté petit à petit, dont on n'imaginait pas, il y a un siècle, que tout le monde aurait une montre au poignet. On sortait, on a regardé l'heure du clocher du village. Maintenant, avec Internet, on a non seulement l'heure sur son poignet, à jour sur son smartphone avec le changement d'heure, dans sa voiture, elle est partout. Donc ces outils-là seront de plus en plus ubiquitaires et partout. Et les gens commenceront à comprendre, avec l'aide de leur médecin, conseiller de vie, que c'est bon pour eux. Ça leur permet, je répète ce que j'ai dit, de vieillir jeune et de se maintenir en bonne santé, équilibré. Vous parliez tout à l'heure de l'économie des seniors. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous désignez sous le terme économie des seniors? Eh bien, je pense que pour réussir à vieillir jeune, il faut des actions de 3 types. Une activité mentale, une activité physique et une activité sociétale. Les gens qui me disent « je suis à la retraite, enfin je vais pouvoir rien faire », mauvais. La courbe de mortalité est comme ça par rapport à ceux qui font quelque chose. Les statistiques sont absolument indiscutables.
Donc, j'ai dit activité mentale, activité physique et activité sociétale. Ça veut dire que pour l'activité mentale, c'est se doter d'outils et d'objets qui communiquent avec la société, la silver economy. Par exemple, pour l'activité mentale, c'est aussi l'activité culturelle, intellectuelle. Donc participer à des théâtres, à des cinémas, à des opéras, à des voyages dans lesquels on va sur un bateau, il y a un conférencier qui vous raconte quelque chose. Donc tout ceci, c'est dépenser de l'argent. Et donc la silver economy est fondée et basée, je ne vais pas donner les détails, sur ces 3 types d'activités essentielles pour vieillir jeune et être en forme, heureux avec ses enfants, heureux dans sa famille, heureux avec les gens avec qui vous collaborez, puisque l'art de vieillir jeune, c'est de donner. Plus vous donnez, plus vous durez. Si vous gardez pour vous égoïstement votre argent, votre maison, vos honneurs, vos diplômes, vos trucs et vos machins, plus vous gardez ça pour vous, moins vous donnez aux autres, plus vous vieillissez vite. Et la personne qui m'a dit ça est un type qui m'a beaucoup influencé dans ma vie, qui s'appelait René Berger. Il est mort à 96 ans, pas Gaston Berger, qui lui aussi m'a beaucoup influencé, mais René Berger, critique d'art de Lausanne. Il est mort à 96 ans. Et avant 96 ans, il faisait du cheval tous les jours. Il était sur Internet à la mise à jour de son site web. Et un jour, je lui ai dit, René, dis-moi, tu as 95 ans, c'est quoi la mort pour toi? On était à Lausanne, on prenait un petit déjeuner, il y avait une table noire en formica, il a pris un croissant, il a fait des tas de petites miettes dessus, plein, il a fait un cercle au centre, vide, il a mis une miette. Il a dit, tu vois Joël, là c'est moi, et tout autour c'est tous les gens que j'ai formés, que j'ai aidés, mes élèves, ceux qui ont lu mes livres, ceux qui ont vu mes expositions. Regarde, hop, il enlève la petite pièce au milieu, et il mélange le tout, et il dit, tu vois, je suis mort, mais je suis dans tous ces gens-là. Et il ajoute, plus tu donnes, plus tu restes. C'est extraordinaire. En tout cas, vous êtes un exemple vivant de ce que vous prônez. Alors, on continue avec Serge Guérin. Alors donc, vous êtes sociologue, j'ai dit tout à l'heure. Alors, quel regard porte le sociologue, non seulement sur ce que vient de dire Joël de Ronet, mais globalement, plus globalement, sur ce quantified self, si je continue à utiliser le mot malgré l'interdiction? Alors, oui, peut-être la première chose, en effet, c'est qu'il faut quand même qu'on comprenne qu'on est passé de la cure au care. C'est-à-dire qu'on est passé de Grey's Anatomy et tout ça, où il y a un super beau chirurgien qui intervient pour des problèmes et autres. Donc, ça arrive, mais le gros de nos questions de santé, ce sont autour des maladies chroniques et ce sont des éléments qui durent très très longtemps. Et finalement, le médecin est de moins en moins là pour régler un problème et plus pour accompagner et faire en sorte que le problème qu'ont les personnes leur permette de continuer à vivre le mieux possible. Donc c'est en effet cette notion d'accompagnement tout au long de la vie pour des personnes qui peuvent avoir à certains moments des difficultés. On peut les avoir très tard, très au-delà de 60 ans, ou on peut les avoir plus tôt. Donc ça c'est, disons, la vision qu'on pourrait avoir aujourd'hui, malheureusement qui n'est pas assez, à mon sens, défendue, sur une nouvelle santé. La santé du 21e siècle, c'est autour de ça. Et donc dans ce cadre-là, une partie de la solution, elle est en nous. Pas entièrement, parce qu'il y a aussi quand même des effets génétiques et tout ça, et puis aussi des effets d'environnement. Il y a entre un ouvrier spécialisé et un cadre supérieur, il y a à peu près 7 ans d'écart d'espérance de vie. Donc il y a aussi des questions tout bêtement sociales, et les gens, au-delà des moyens financiers, c'est aussi un environnement, c'est aussi une capacité à se projeter, donc il y a tout ça. Donc c'est aussi comment on intervient et comment on accompagne mieux les gens qui en ont finalement le plus besoin. Et dans ce cadre-là, ces systèmes d'autodiagnostic numérique, pour reprendre la formule de Joël, elles, sans doute qu'elles contribuent ou qu'elles peuvent aider, pour certains tout seuls et pour la majorité en étant accompagnés. Elles peuvent aider à avoir des comportements, des modes de vie, des styles de vie qui sont plus en adéquation avec on pourrait dire, ce vieillir mieux. Parce que finalement, vieillir vieux, vivre le plus longtemps possible, d'accord, mais comment je peux essayer d'avoir une vie le plus longtemps possible, qui soit une vie intéressante pour moi et pour les autres. Et c'est parce qu'elle est intéressante pour moi et pour les autres que ça me donne aussi envie de vieillir plus longtemps. Et donc, tous ces structures-là, tous ces objets-là peuvent, encore une fois, pour certains directement et pour d'autres en étant accompagnés, peuvent contribuer, sans que ce soit la panacée, sans que ça règle tous les problèmes, peuvent contribuer à ce que les gens aient des modes de vie, des styles de vie, des façons d'être, en termes de nutrition, en termes d'activité physique adaptée, mais en termes aussi de faire tourner le cerveau, ainsi de suite,
qui soient mieux adaptés, qui leur permettent donc d'avoir une vie plus convenable en quelque sorte. Mais est-ce que ça ne les pousse pas à devenir un peu hypocondriaque? C'est-à-dire à s'observer constamment et à observer constamment les chiffres concernant son propre corps, le nombre de pas, le taux de glycémie ou je ne sais quoi. Alors oui, en plus, il y a des gens, en effet, pour qui, de toute façon, le moindre pet de travers est déjà un énorme problème. Bon, voilà. Et donc, ceux-là, qu'il y ait ces outils ou pas, de toute façon, ils vont passer leur vie à... Et d'ailleurs, il faudrait voir pour un peu limiter ces choses-là. Ensuite, c'est aussi quel type de conseils il y a autour. C'est pas seulement des questions de médicaments, c'est principalement des questions de mode de vie, de style de vie, de nutrition, et ainsi de suite. Est-ce que ces outils-là permettent nécessairement? Est-ce qu'ils suffisent? Non. En plus, il y a des gens, on le sait tous, parce qu'on parle toujours des gens qui s'abonnent, qui achètent, et ainsi de suite. On ne parle jamais de ceux qui arrêtent de les utiliser. Or, il y a toujours une partie importante, c'est juste la question des usages. On m'a offert ce truc, c'est super, mais en fin de compte, au bout de 3 semaines où j'ai calculé mes 10 000 pas, bon, et puis comment ils sont calculés? Vous savez, il y a aussi quand même là beaucoup de choses, disons, à discuter. Donc, en partie, ça peut en effet renforcer des gens qui sont très inquiets. Et cela, peut-être que l'inquiétude va baisser, ça va motiver d'autres personnes, y compris d'ailleurs, il y a des jeux maintenant sur les réseaux sociaux, puis je vais dire tous les jours, parce qu'il y a aussi un côté nombriliste quand même assez fort, donc je vais raconter à l'univers entier combien j'ai fait de pas aujourd'hui. Je ne sais pas si l'univers entier est autant passionné que ça, mais c'est pas grave. Il y a comme ça des gens qui vont se calculer entre eux, et pourquoi pas? Ça crée aussi des mobilités, ça crée aussi voilà, un peu de compétition entre les gens, et pourquoi pas? Donc ça a cet effet-là. Après, il faut intégrer les gens pour qui finalement, soit ce n'est pas du tout le sujet, parce qu'ils ont l'impression, et parfois avec raison, qu'ils peuvent aussi construire leur parcours de soins, leur parcours de santé autrement, ne serait-ce qu'en s'écoutant eux-mêmes. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un cardio pour savoir à un certain moment, oula, je commence à aller peut-être un peu vite en courant. Voilà. Donc il y a aussi, c'est d'ailleurs important de s'écouter, parce qu'à un moment donné, si je reste juste sur la technologie qui va me dire, c'est-à-dire que je perds aussi une partie de ma capacité à écouter mon propre corps. À certains moments, j'ai des sensations, des émotions. Donc ça dépend aussi des personnes. Puis il y a des personnes pour qui ça va être vraiment un moyen de structurer le projet de vie, disons, ben voilà, je fais ça, ça me motive, je l'échange, ainsi de suite. Donc il y a, selon les cas, les choses ne sont pas les mêmes. Et encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas seulement la technologie, la plus merveilleuse qui soit, n'est rien s'il n'y a pas l'esprit, la personne qui est convaincue. Et je crois qu'on est, je pense, Joël, vous serez d'accord avec cela, on est trop dans nos civilisations cartésiennes à séparer le corps de l'esprit. Or, l'un et l'autre jouent l'un sur l'autre. Et c'est aussi parce que mon corps va bien que mon esprit va bien, et inversement. Par exemple, vous pouvez avoir tous les outils de la Terre, si vous êtes tout seul à manger, bah vous mangez moins bien que si vous êtes avec d'autres à manger. Vous savez, par exemple, on apporte un plateau repas à une dame un peu âgée, et puis on va la rechercher au bout d'une heure. Bah, je ne comprends pas, la dame, elle n'a rien mangé. Mais la dame, elle était face au mur pendant 1 heure avec son plateau repas pas très bon. Si on va chercher la dame, si on va l'accompagner à un endroit où il y a d'autres gens, et on déjeune ensemble, si on essaye en plus qu'il y ait des produits de qualité, bah cette personne, quels que soient les outils autour d'elle, le fait simplement d'être avec d'autres personnes fera qu'elle sera mieux, et ainsi de suite. Donc c'est un ensemble plus large dans lequel ce type d'outils peuvent avoir un rôle très bénéfique à jouer. Je vous redonne la parole tout de suite, mais Joël voulait réagir Oui, à une chose que vous disiez. Réagir positivement d'abord en appréciant tout ce que Serge vient de dire, mais je reprends le mot de médicament. Et là, je vais me faire détester déjà à l'avance, je le sais, par les médecins, certains médecins et certaines personnes de l'industrie pharmaceutique qui sont dans la salle. Je vais dire comme je le pense. À partir de 65 ans, 25% des gens en France prennent plus de 8 médicaments par jour. Pourquoi ? Parce qu'on voit la fin de vie approcher, même à 60 ans, même à 50 ans, et les gens prennent une espèce d'assurance pensant que le médicament va les aider. Les principaux médicaments que ces personnes utilisent, les seniors si vous voulez, c'est des somnifères. Ils n'ont pas très bien compris qu'on dort 6 heures ou 5 heures quand on vieillit, beaucoup moins que les jeunes, 8 ou 9 ou même 10 heures. Deuxièmement, des antirhumatismaux parce qu'ils ont des inflammations partout, dans les mains, dans les épaules, dans le dos. Troisièmement, des anticholestérols parce qu'on leur a dit attention, le cholestérol au-dessus de 2,5 grammes et un LDL au-dessus de 1,75, c'est très 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 dangereux. Alors que c'est pas si mauvais le cholestérol pour le cerveau, mais ça je peux vous en parler, mais pas maintenant. Quatrièmement, ils prennent des antihypertenseurs. Et cinquièmement, certains prennent des antidépresseurs et des tranquillisants. Or, autant la synergie des produits naturels est amplificatrice de bonne santé, c'est-à-dire le curcuma, le thé vert, le chocolat noir, les pectines des pommes et d'autres choses, le resveratrol du vin rouge, autant la synergie de produits naturels est meilleure que des médicaments, autant l'interdépendance des médicaments rend les gens plus malades que le médicament tout seul. Alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des médicaments essentiels. Des personnes très déprimées
on peut les traiter pendant un certain temps. Des personnes complètement insomniaques, on peut les traiter pendant un certain temps. Mais la régularité de prise de médicaments au-dessus d'un certain âge conduit à une moins bonne qualité de vie. Alors, je reviens à Serge. Est-ce qu'il faut prendre l'avis des gens concernés? Parce que c'est quand même la question. On en parle comme si c'était évident que tout le monde l'accepte, mais c'est pas si évident, enfin. Vous avez parfaitement raison. D'abord, je garde bien en tête que le chocolat noir, c'est très bon. Oui, et là, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Avec modération. Oui, enfin là, ouais. En plus, ça favorise le bon cholestérol et ça détruit le mauvais. Comme le soja, sauf que c'est meilleur. Mais bon, je m'arrête là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours, et surtout, souvent en plus quand on parle silver economy, on est vraiment très souvent sur des produits très technologiques. Et il faut simplement de temps en temps avoir en tête la question des usages. Qu'est-ce que les gens en font? Est-ce que ça correspond un minimum à leur façon d'être? Et par ailleurs, souvent d'ailleurs, dans les mots, on l'a, je veux faire quelque chose pour les seniors. Mais ça ne marche pas. D'abord, les seniors sont des êtres humains généralement adultes. Donc, capables d'avoir un minimum de capacité de responsabilité. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de faire avec. C'est de construire des projets avec les personnes. Et en plus, quand on le construit avec les personnes, les gens en sont bien plus convaincus. Vous savez, c'est comme quand on demande aux gens, par exemple, qui habitent un logement, un immeuble, si chacun son tour s'occupe des parties communes, c'est étonnant comme les parties communes restent plus longtemps plus propres. C'est bizarre, hein? Ou quand les gamins, la première fois, on leur fait repasser une chemise, bah, du coup, ils salissent moins la chemise après. Enfin voilà, parce qu'une fois qu'on est responsabilisé, on se dit, c'est aussi mon intérêt. Bah, sur ces questions-là, c'est pareil. Si on construit des projets, évidemment, en tout cas avec les personnes ou avec des personnes qui représentent ces personnes, globalement, on a quand même plus de chances de répondre réellement aux usages ou simplement aux manières de faire. J'ai trouvé une solution qui est géniale, sauf qu'au quotidien, c'est impossible à utiliser parce que c'est trop compliqué, par exemple, ou parce que, je vais dire un gros mot, après le mot médicament, il y a un autre gros mot qui s'appelle maintenance. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous êtes bien gentil, mais si ça s'arrête de marcher, comment je fais? Quelqu'un qui a 70 ans, il y a quelque chance que dans son histoire, il ait été plus d'une fois embêté par un objet qui ne marchait plus. Et il y a quelque chance que la personne, pour venir le réparer, ait mis un peu de temps. Donc voilà, donc les gens vont aussi avoir des questions d'usage très très pragmatiques. C'est qu'est-ce qui se passe si? Donc il y a besoin aussi de sécuriser, de rassurer et encore une fois, de construire le projet, l'objet avec les utilisateurs ou avec les utilisateurs potentiels pour voir, bah tiens, c'est plus simple si c'est comme ci ou comme ça. Voilà. Et donc adapter les choses au mode de vie des personnes. Alors on va continuer avec Luc Breton, donc, qui est à côté de moi, qui est donc du Technocentre d'Orange. Alors, moi j'ai une seule question, j'allais dire, à vous poser, c'est qu'est-ce que vous préparez en ce moment chez Orange en rapport avec ces autodiagnostics personnalisés dont parlaient nos deux intervenants? Alors, avant de parler de ce que fait Orange, je voulais rebondir sur ce que disait Joël. Je pense qu'aujourd'hui, l'innovation va très vite et la révolution de l'Internet, du fait que le monde devient un village interconnecté, change les usages. C'est-à-dire que vous avez probablement remarqué qu'autour de vous, il n'y a jamais eu autant de gens qui courent qu'en ce moment. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment plus la course qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, c'est simplement parce qu'ils ont autour d'eux des gens qui courent. Et donc c'est un phénomène viral, communautaire, dont on n'a pas suffisamment parlé, je trouve, pour l'instant, mais qui est une dimension extrêmement importante de l'Internet. L'Internet qui peut souvent être vu sous ses travers, mais aussi qui a des effets positifs extrêmement contagieux et une viralité très positive. Alors ça, c'est vrai sur le sport, c'est vrai sur la façon de prendre soin de soi. On s'aperçoit par exemple que les gens qui fument, de plus en plus, on leur pose des questions, mais tiens, tu sais que moi j'ai arrêté et je t'explique comment j'ai fait. Les gens qui perdent du poids, je pense qu'il y a des vraies tendances extrêmement positives et ça, c'est quand même des changements d'usage, d'habitude qu'on n'aurait pas pu imaginer sans ce support technologique. Et la techno, on s'en moque honnêtement, hein, c'est vraiment un outil pour partager et pour enrichir le lien social. C'est le lien social entre pairs, entre son voisinage, sa communauté, sa famille étendue, de plus en plus étendue. Et ce lien, il s'enrichit, vous en parliez très bien, et ça, c'est très important dans les inductions sociales. La deuxième chose, c'est que socialement, aujourd'hui, on est face à un mur, qui est un mur pour les grands pays occidentaux, qui est qu'en 2020, par exemple, il y aura 1,6 million, en France uniquement, mais vous pouvez étendre ce chiffre à tous les pays occidentaux, pays riches, de personnes âgées qui seront dépendantes en 2020. C'est considérable.
au même moment, il y aura seulement 700 000 places en EHPAD. Donc de toute façon, on ne va pas construire des EHPAD, l'État ne va pas trouver des centaines de milliards cachés sous le tapis de l'Élysée. Donc de toute manière, on a à la fois le problème et l'antidote. Et l'antidote, il est éminemment induit aussi par ces nouvelles technologies ubiquitaires qui permettent de rajouter de l'intelligence dans la société et de faire en sorte que plus facilement, à des coûts très inférieurs, on peut rendre les gens plus autonomes, plus longtemps, ou en tout cas les aider au moment de leur vie, au moment avec un S, strictement nécessaire pour ne pas les stigmatiser, pour ne pas les parasiter dans leur quotidien, parce qu'ils peuvent faire finalement beaucoup de choses tout seuls, mais à certains moments, dont ils ignorent d'ailleurs l'occurrence, il va falloir pouvoir être très pertinent et les aider et être très efficace à ce moment-là et très rapide. Et c'est précisément ce qu'on essaye de faire. Alors, quand je parle d'Orange, nous, on n'est pas des spécialistes de la santé, on n'est pas des spécialistes de l'âge, des maladies. C'est absolument pas notre sujet. Nous, notre sujet, c'est de faciliter les gens qui sont ces experts-là, qui sont plutôt autour de la table à côté de moi, et de leur donner des outils qui vont leur permettre de régler ces problèmes-là. Et donc, ces problèmes-là, on les règle à plusieurs niveaux. Déjà, être capable de connecter absolument toutes les situations de vie, partout, tout le temps, à tout moment, et de manière la plus invisible possible. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que ces objets, il va y en avoir de plus en plus, on va devoir les installer, etc. Moi, je pense qu'au contraire, demain, il y aura peut-être beaucoup plus d'intelligence, on mesurera encore plus de choses, mais on verra de moins en moins les objets. Ils disparaîtront, et ils seront complètement intégrés dans notre quotidien, dans les routes, dans les murs, dans les sols, dans... Et sous la peau? Les puces cachées sous la peau? J'ai volontairement pas dit ça parce que c'est assez inquiétant, oui. Parce que je pense qu'il faut toujours laisser à l'humain la capacité de faire off. Et donc probablement que ce sera un long débat éthique. Mais en tous les cas, l'objet en tant que tel, c'est vraiment pas le sujet. Ce qui compte, c'est d'être capable de mesurer. Donc d'avoir un réseau qui permette de mesurer dans 100% des cas, dans 100% du territoire, tout le temps, avec le débit que l'on souhaite. Donc ça, ce matin, on a fait une conférence de presse, j'en profite pour le dire, pour le déploiement du réseau LoRa en France, qui est un réseau basse fréquence, longue distance, faible consommation d'énergie, qui va permettre de connecter 100% du territoire à partir de 2016, avec des objets qui ont des durées de vie de plusieurs années. Donc ça, c'est une révolution. C'est quelque chose qui arrive. Orange sera le premier à le faire en vrai, je veux dire. Hein. Quand Orange dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Et accessible à des prix qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a ça, on a des hubs qui vont permettre de collecter toutes ces datas, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Il faut que vous imaginiez qu'en 2020, c'est-à-dire dans moins de 5 ans, plus de 50% de toutes les données du monde seront générées par des objets connectés. C'est considérable, en partant de pas grand-chose aujourd'hui. Donc c'est considérable, on est dans l'exponentiel pur. Et donc ça, on va le faire grâce à des hubs. Alors on en a fait plusieurs chez Orange, on a fait des prises connectées intelligentes, on a fait POPS, c'est un petit device qui a cette taille-là, qui a plusieurs jours d'autonomie, qui se connecte en réseau 2G et qui, par exemple, envoie vos données physiologiques, température, glucométrie, etc., au médecin. Et puis, s'il a quelque chose à vous dire, il peut vous renvoyer une info. Et puis, une fois que vous avez toutes ces datas, il faut les stocker dans des data centers. Et puis ensuite, il faut pouvoir les travailler et les croiser. Ce qui est intéressant pour une assurance, mais M. Richy en parlera bien mieux que moi, c'est de pouvoir récupérer des informations anonymisées dans le respect absolu des données privées. Hein. C'est un engagement extrêmement fort chez nous. C'est presque une religion. Et je pense que c'est très important par rapport à des acteurs auxquels vous pensez facilement qui vont parfois et parfois souvent au-delà de la ligne jaune. Mais en respectant la vie privée des gens, en faisant les choses avec transparence et avec bienveillance, on peut amener énormément d'informations en croisant des données correctement entre des données d'opérateurs, des données médicales, des données personnelles, des données d'assurance. Et donc ça, il faut pouvoir le faire en toute sécurité. Et aujourd'hui, je peux dire que chez Orange, on a toutes ces couches-là qui sont installées, qui sont prêtes. On fait beaucoup d'expérimentations avec des médecins, avec des mutuelles, avec des hôpitaux, avec des organismes de santé.
Et on fait des expérimentations. Alors moi, je suis patron du Technocentre. Le Technocentre, c'est l'usine qui sort les nouveaux produits et services d'Orange dans le monde entier. Donc c'est un super job. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. L'innovation, c'est passionnant. Et ce qu'on essaye de faire, c'est dans ce sujet très complexe de la santé et du vieillissement, c'est de faire des expérimentations assez larges. Donc à l'heure où je vous parle, par exemple, on a une petite centaine de foyers en France qui sont équipés de systèmes pas intrusifs, pas invasifs, pas pénibles pour les personnes, qui permettent de sécuriser les personnes. Figurez-vous que 85% des personnes âgées et des aidants considèrent, on a fait l'étude, qu'ils sont plus sûrs grâce aux nouvelles technologies. Donc il y a un changement d'usage, il y a un changement de culture, et on a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour outiller ça. Et on essaye de faire modestement, parce qu'on ne sait pas en réalité ce qui va marcher, des tests sur quelques centaines de foyers, des pavillons, des appartements, des personnes qui vivent seules en communauté. Et on apprend en marchant, et on apprend avec humilité, parce qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va être accepté. Voilà, et donc c'est passionnant. Alors, je vais revenir vers vous tout de suite pour une dernière question, mais Joël voulait réagir sur ce que vous avez dit. Un petit rebond, puisque c'est un dialogue entre nous tous. Luc a évoqué la question de la sécurité, du partage des données concernant le médical, les assurances, etc. On peut avoir des doutes. Je ne dis pas pour Orange, je dis en général. Parce que ce qu'on appelle le big data, en français big data, c'est le fait que l'on peut collecter, grâce à tous ces objets connectés, des quantités d'informations sur les gens. Or, sachez qu'en 2020, nous serons à peu près 8 milliards d'habitants sur la planète, dont 4,5 milliards seront connectés par des smartphones qui vont être beaucoup plus utilisés que les ordinateurs pour se connecter. Deuxièmement, en 2020, il y aura 80 milliards d'objets connectés qui vont générer un déluge, un tsunami d'informations stockées dans ce qu'on appelle des banques mondiales de big data, que déjà les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, veulent utiliser pour nous revendre leurs services et leurs systèmes. Donc là, il y a un problème, parce que des hackers sont capables de pénétrer dans ces services. On a vu Anonymous, on a vu ce qui s'est passé avec les Sud-Coréens pour Sony, les Nord-Coréens, pardon, pour Sony. Donc attention aux hackers. Et je termine par ça, c'est que ce qu'on croyait très bien protégé, et même hyper protégé, après Snowden et ses révélations sur la NSA, tous les gens qui nous permettent d'utiliser des systèmes de communication entre nous, c'est-à-dire WhatsApp, Google Mail, Facebook, sont en train de s'encrypter à 256 bits. Vous savez, Luc, ce que ça veut dire. C'est un encryptage en pretty good privacy qui est très, très, très solide. Il n'est pas incassable, mais il faut vraiment mettre les moyens. Ce qui veut dire que les terroristes actuels utilisent tous les moyens que ces boîtes ont mis à notre disposition pour nous protéger, soi-disant, les uns des autres, des gouvernements. Mais en fait, ça permet aux terroristes de communiquer sans qu'on puisse les décrypter. Donc, prudence sur ce qu'on appelle la vie privée, prudence sur ce qu'on appelle la sécurité. On n'est pas encore sûr, vous avez même dit, Luc, vous-même, vous avez vu à la fin, on n'est pas sûr qu'on sait ce qu'on fait. Serge voulait réagir aussi. Oui, plusieurs choses. La première, Luc, à un moment, parlait du sport et tout ça. Et c'est vrai qu'un des éléments très forts de ces réseaux sociaux version multiples, c'est comment ça permet à des gens, finalement, d'être en lien. Alors, certains, ce sont des liens forts, d'autres, ce sont des liens plus faibles. Parfois, ce sont des faux liens. Il faut la réussite aujourd'hui. Alors, un célèbre publicitaire disait qu'il faut avoir une certaine montre avant 50 ans, mais pour certains, il faut avoir 5000 followers avant 10 ans, quoi, hein. C'est un peu ça aussi pour réussir. Donc, il y a toujours tous ces aspects-là de compétition. Mais en même temps, il y a cet aspect qui reste majeur, c'est comment je suis en lien avec les autres. Par exemple, une chose toute bête, la marche nordique. Vous savez, on marche en même temps. Voilà. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Ensuite, on a vu des vieux le faire. Et aujourd'hui, vous avez des gens beaucoup plus jeunes qui le font. Et derrière, c'est à la fois une activité physique, mais c'est aussi un moment où on se retrouve. Donc, c'est toujours comment je passe du virtuel au réel et inversement. Et l'un, finalement, ne casse pas nécessairement l'autre. Et donc là, il y a des passerelles qui se construisent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, il y a quelque chose qu'on connaît de toute l'histoire des technologies, de toute l'histoire humaine, c'est que les produits qui sont inventés par nos super ingénieurs sont jamais ce qu'ils sont à la fin. Parce que les gens, ensuite, ils les détournent, ils en font autre chose. Je vous rappelle que le téléphone, au début, s'appelait le théâtrophone, et l'idée, c'était qu'on puisse, de chez soi, écouter l'opéra et le théâtre. Vous avez remarqué combien c'est l'élément central aujourd'hui, l'utilisation du téléphone. Donc évidemment, les gens le détournent. Le Minitel, au début, c'était juste pour remplacer le bottin. Puis un jour, ils font une expérience à Strasbourg, puis ils découvrent que les gens se parlent.
se parler, ça veut dire se draguer quand même. Hein. Et donc là, il y a plein d'ingénieurs qui disent « Oh, c'est pas bien et tout ». Puis les autres qui disent « Ben non, c'est pas mal parce que pendant ce temps-là, voilà ». Bon, donc en fin de compte, les gens détournent toujours. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on va penser quand on innove, finalement les gens en font autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vont les gens, qu'est-ce qu'ils vont en faire et comment ils le détournent et comment certains disparaissent complètement parce que ça ne répond pas aux usages, même si on a mis des milliards pour les préparer, et d'autres, parfois on a d'ailleurs mis moins de milliards, mais correspondent à un usage, correspondent à un besoin, ainsi de suite. Donc il y a la partie humaine, la partie réelle, continue d'avoir un rôle très important, même si en effet la problématique de... d'un côté on raconte toute sa vie sur Facebook et en même temps on dit je veux être protégé. Et donc évidemment on est tous dans nos contradictions, mais c'est vrai, messieurs les assureurs d'ailleurs, il y aura cette problématique-là, jusqu'où je sais des choses et jusqu'où ensuite ça me met en fragilité. Une démocratie, c'est comme la laïcité, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai le droit de conserver des choses par devers moi que les autres ne connaissent pas. Et c'est comment on garde cet aspect-là, l'intimité des gens. La transparence, parfois, trop de transparence devient du totalitarisme absolu. Donc là aussi, il y a toujours comment on trouve ces équilibres, qui ne sont jamais un équilibre exact, qui sont des moments, des combats, des différences, des évolutions, les mentalités aussi évoluent. Donc voilà, donc, la technologie n'est jamais indépendante de son environnement et des modes d'usage des personnes. Alors, avant de passer la parole à l'assureur, j'avais une dernière question pour Luc. On parle de plusieurs dates, on dit plutôt 2020. À votre avis, le vrai démarrage des objets connectés, c'est quand ? Non, mais les objets connectés, alors c'est parti. Hein, le démarrage, c'était hier. Moi je fais un salon majeur par an qui s'appelle le Consumer Electronics Show à Las Vegas. C'est l'un des plus grands salons du monde. Même si vous prenez des chaussures de marche avec des grandes semelles, vous n'êtes pas sûr d'arriver au bout de tous les stands en une semaine. C'est gigantesque. Las Vegas suffit à peine. Il y a une économie extrêmement véloce sur ce secteur. Et les Français sont bien placés aussi. Les Français sont bien placés. On a des startups puisqu'on a les meilleurs ingénieurs du monde qui font des merveilles. Le monde investit dans les objets connectés. Et encore une fois, pas tant dans l'objet en tant que tel, puisqu'aujourd'hui, dans un Fab Lab, avec des capteurs qui valent moins de $1, moins de 1 euro, c'est à peu près la même chose chacun. Pour moins de 1 euro, vous avez un processeur, un thermomètre, un accéléromètre, un Wi-Fi, un Bluetooth. Je m'arrête là, mais la liste est longue. Donc vous pouvez assembler, si vous avez suivi une formation correcte, un objet d'une complexité inouïe à un coût très bas. Donc l'objet, en fait, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt les algorithmes qui vont traiter les données qui sont générées par pétaflop, par pétaoctet, par ces objets. Et donc, l'objet, ça va être dans l'économie numérique en 2020 quelques pourcents de la valeur, très faible. Il y aura des gens qui feront ça très bien. C'est un peu comme les voitures, ça va se commoditiser, hein. C'est toujours l'exponentielle, après ça retombe très vite. D'ailleurs, dans l'histoire des innovations, vous voyez que les innovations, le chemin de fer, la courbe de maturité du chemin de fer a été très lente, de l'acier aussi. L'ordinateur, c'était très rapide, le logiciel encore plus, l'IoT et le big data, ça va être encore plus violent, c'est un peu comme les crises financières. Et donc, l'intelligence va être non plus au niveau de l'objet, mais du traitement de la donnée, des algorithmes, et de la capacité à gérer ces données. Donc aujourd'hui, nous, on accélère des startups qui sont en fait spécialisées non pas dans les objets, elles les achètent, elles vont se fournir en général plutôt dans les pays asiatiques pour les raisons que vous imaginez, et elles vont développer des programmes informatiques. Donc aujourd'hui, si vous voulez, dans la Silicon Valley, les 3 compétences les plus recherchées, c'est mathématiques, statistiques et code. Et une fois que vous savez faire tout ça, ce sont des matières relativement proches en réalité. Parce que quand vous faites des maths, vous faites des stats. Quand vous faites des stats, vous faites des maths. Et en général, vous codez parce qu'aujourd'hui, l'expression simple pour faire des maths, c'est de coder devant un ordinateur ou devant une interface. Et donc, quand vous faites ça, vous êtes l'homme le plus recherché de la planète dans une entreprise parce que vous êtes la compétence la plus rare et la plus valorisable. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur les algorithmes. Les objets, vous n'allez même pas savoir qu'ils sont là, ils seront partout. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, ça me fait rigoler parce que beaucoup de gens disent « moi, les objets, je refuse, d'ailleurs, je ne m'en sers pas et je ne donne pas mes données personnelles ». Mais alors, ceux-là même qui disent ça sont mesurés toute la journée par des centaines d'objets dont ils ignorent même la présence.
Il y en a dans les autoroutes, il y en a dans les voitures, il y en a dans les maisons, il y en a dans les compteurs d'eau, dans les compteurs d'électricité, dans les téléphones, partout, partout, partout. Et en fait, sauf si vous êtes au milieu de la brousse équatoriale, et encore, vous n'êtes pas mesuré. Et donc, l'algorithme va être le cœur de l'intelligence augmentée, et donc cette capacité à traiter les algorithmes. Donc nous, on accélère des startups. On a un programme qui s'appelle Orange Fab, qui est un accélérateur de jeunes startups innovantes, qu'on a déployé dans 7 points du monde, sur tous les continents. Et on accélère des startups, en particulier, qui font de l'algorithmique et qui nous aident à traiter les données. Par exemple, aujourd'hui, on expérimente en Isère l'exploitation par un algorithme de la consommation électrique d'un foyer. Figurez-vous qu'en regardant la consommation électrique d'un foyer, vous pouvez dire exactement ce qui se passe dans la maison, uniquement par la consommation instantanée électrique du foyer. Vous pouvez dire exactement combien de personnes sont dans la maison, ce qu'ils font à tout instant, quelle est l'occurrence, la probabilité pour que ces activités se répètent, à quel moment, et à quel moment vous avez un comportement finalement qui est anormal ou qui nécessite une alerte. Et ce que je viens de vous décrire sur l'électricité, vous pouvez faire exactement la même chose en écoutant une voix téléphonique. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui téléphone, vous êtes capable, en l'analysant, ça s'appelle de l'analyse du signal, de dire si cette personne a le moral, ou ne l'a pas, ou est en train de déprimer. Et en fonction de l'occurrence de ces consommations téléphoniques, vous pouvez en déduire énormément de choses. Donc là, il n'y a pas d'objet. Les personnes qui sont mesurées par leur électricité et leur téléphone vous diront « moi, je n'utilise pas d'objet connecté ». Et en réalité, on peut savoir absolument beaucoup de choses sur leur comportement et les aider. Bon, ça fait un peu peur quand même. Jacques Richier. Il vaut mieux le savoir. Jacques Richier, vous êtes donc PDG d'Alliance, on l'a dit tout à l'heure, France. Alors, vous êtes assureur. On comprend pourquoi vous vous intéressez à l'autodiagnostic numérique, mais expliquez-nous comment vous vous y intéressez. De manière globale, un assureur s'intéresse à ce qu'on appelle les seniors, la silver economy, parce que pour un assureur, il faut avoir en tête que Est-ce que peut-être vous rapprocher le micro de vous, parce que j'ai peur qu'on ne vous entende pas bien au fond de la salle. Voilà. Nous, nos clients, on ne les connaît qu'à partir de 20 ans. Donc déjà, on a un profil différent. Si je suis un Zara, je peux voir des gens plus tôt. Donc déjà, nous, on a un profil de clientèle qui est très, très silver economy. Remontez encore le micro, parce que je crois qu'on n'entend pas. Hein. Moi, je m'entends. Voilà. Moi, d'ici, je ne vous entends pas bien, personnellement. Et là, c'est bon, là. Là, c'est bon, oui. Et donc, c'est vrai que pour nous, globalement, les besoins liés à la silver economy, c'est quelque chose qui nous intéresse fondamentalement. Ensuite, la deuxième caractéristique d'un assureur, c'est que c'est un métier de société. Donc, on est obligé de regarder comment, puisqu'on a beaucoup parlé de cela, comment les usages évoluent, quels sont les comportements, et comment nous, on peut offrir des services nouveaux. Je voudrais juste rappeler, et je pense que Luc sera d'accord avec moi, un objet en tant que tel n'est rien. Un objet, c'est de la technologie, c'est de la data et c'est du service, parce que, pour répondre à la question, il faut quand même qu'il soit utile. Alors après, je ne parle pas des objets qui sont tous là pour éventuellement savoir ce qu'on fait. Moi, je parle de pourquoi je prendrais un objet. Parce qu'il m'est utile, et puis dans cette utilité, il y a la donnée qu'il peut m'apporter, qu'il peut transférer, je décide, et puis il y a la technologie. Et la technologie fait qu'il est simple d'usage, qu'il est facile à porter, et tout un tas et qu'il est ergonomique. Donc on s'intéresse beaucoup à cette évolution, ce que les objets et les données vont véhiculer comme nouveaux besoins. Un assureur, c'est toujours proche de la notion de service, de la notion d'assistance, par définition. Donc, quels sont les services que l'on peut offrir? Et je rebondis aussi sur ce qui a été évoqué. Pour nous, c'est un ensemble qu'on regarde, non seulement au travers les objets tels que Joël les a décrits, mais également dans le lieu de vie. Pour nous, c'est l'intégration de l'objet dans la maison, l'intégration de l'objet dans la voiture, puisque ces objets-là, on les assure aussi. Donc comment on croise ces données potentiellement, ou comment on fait parmi tous les intervenants qu'on peut trouver sur, par exemple, la maison, ce qu'on appelle Smart Home, comment nous, on arrive à avoir des informations qui sont utiles pour nos clients ou qui peuvent faire en sorte que nos clients aient de la valeur ajoutée quand on la leur communique. Après, c'est un sujet sur le... Parce que vous avez beaucoup parlé de ce qui tourne autour de la santé.
La santé, c'est un sujet qui est alors balbutiant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la question de passage du bien-être à la prévention. Ce stade-là, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Je dirais que pour le tout un chacun, c'est d'abord le bien-être, et pour la Silver Economy, c'est à la fois le bien-être et la prévention. Et je pense que Joël l'a bien décrit d'ailleurs, parce qu'il disait, quand je cours, je regarde si je ne dépasse pas une certaine fréquence, voilà. Et je mesure, et je le fais pour mon bien-être, et en même temps, pour avoir une façon de vivre qui fait que je vivrai bien et longtemps. Or, un assureur s'intéresse à chacun, et sur la question de la longévité, c'est évidemment une question majeure pour un assureur, y compris comment on vit chez soi bien le plus longtemps possible, et après tous les services connexes. Et c'était d'ailleurs évoqué précédemment, autour de la maison, sans revenir sur les EHPAD, mais c'est comment on offre des solutions de vie à son domicile, comment les objets connectés et les services associés peuvent le faciliter. Ce sont ces thèmes-là qui sont importants pour nous. Et on rentre le plus souvent par l'assistance. Quand on rentre souvent par l'urgence, nous. On rentre par le bouton sur lequel on appelle, qui déclenche un service d'urgence. C'est souvent comme ça. Soit qu'on a passé des accords avec des collectivités locales, soit qu'on a passé des accords avec des maisons de retraite, soit qu'on a passé des accords avec des particuliers eux-mêmes. Là où la technologie évolue beaucoup, c'est qu'on est passé de l'urgence à l'information. L'information peut être transmise par des apps à de la famille, qui, elle, peut suivre ainsi aussi comment les choses vont. Nous ne sommes que des transmetteurs. Et je voudrais... parce que je ne voudrais pas quand même que vous partiez de l'idée que, vous savez, l'image du méchant assureur, les données, moi, j'en ai pas. Nous, notre problème, c'est justement de rattraper tous ces acteurs qui travaillent la donnée, ce qu'on appelle la data science, comment nous, on revient dans cet univers-là qu'on a finalement laissé passer au cours des 20 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de nombreux acteurs qui savent beaucoup plus de choses sur nos clients que nous-mêmes, on en sait sur nos clients. Vous parlez de Google, par exemple. Je parle de Google, par exemple. Et nous sommes extrêmement régulés. On n'a pas de hors-bilan. Et donc, en fait, tout ce que l'on fait est contrôlé. Ce qui veut dire que je peux me retrouver en situation de concurrence avec des acteurs qui, eux, n'ont pas du tout la même régulation et sont, je dirais, libres de toute intervention. L'idée pour nous, c'est que si nous devons avoir des données, ces données elles doivent être connues de la personne, elles doivent être communiquées à la personne et elles doivent être faites avec son consentement. C'est tout. Donc c'est toujours que, pour utiliser un terme, je suis désolé, l'opt-in, mais c'est le consentement. Pour nous, c'est la valeur essentielle. Après, je voudrais évoquer un sujet qui, comme nous, finalement, on est pauvre en interaction, de facto, on est pauvre en données. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'appellerais la dérivée de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler, puisque Luc parlait d'algorithmes, en fait, on travaille beaucoup, non pas sur les données primaires, mais sur ce que quelques petites données peuvent laisser créer comme espace de possible. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité qu'on cherche, puisqu'on n'a pas accès à toutes les données, mais par contre, c'est un ensemble de possibles. Et donc, c'est plus qu'est-ce qu'on peut, avec peu de données, essayer de tirer comme information qui soit un espace de solution possible. On a besoin, nous, d'acquérir plus de données, et on a très peu de contacts pour pouvoir les avoir. Donc, évidemment, les objets connectés, pour nous, c'est un élément important. Luc parlait de Las Vegas. Je trouve que cette année, je suis allé à Berlin. Berlin, c'est pareil. Et pour rebondir sur Joël, moi, j'ai vu le miroir intelligent à Berlin. C'est Philips. Alors, Philips qui le fait. Alors, vous avez des Panasonic miroirs aussi. intelligents. Vous avez plusieurs, effectivement, Panasonic, Samsung, Philips. Et le miroir intelligent, au début, c'est un miroir qui vous dit éventuellement que vous avez une mauvaise mine. Mais surtout, il a vocation à vous aider, à vous maquiller, à prendre telle ou telle coiffure, etc. Donc, on voit qu'on est sur la façon de vivre. Mais ce miroir intelligent, je pense que très vite, il serait potentiellement capable de vous dire, écoutez, j'ai une photo de votre peau il y a 3 jours, j'ai une photo de votre peau aujourd'hui, et voilà, il faudrait que vous fassiez un peu plus de sport, il faudrait peut-être que vous mangiez un peu plus de carottes, mais on sent quand même que le miroir, qui était un des 2 objets les primaires que vous évoquiez, peut devenir aussi un miroir intelligent et qui renverra de l'information. Nous,
Oui. Ce qui nous intéresse, finalement, au-delà de l'assurance, c'est d'essayer de rentrer dans l'espace d'univers de service. C'est celui-là qui nous intéresse. Encore une fois, c'est un objet n'est rien s'il n'est pas une solution. Et la solution vient à travers le service. Vous vouliez... Joël voulait rebondir sur Oui, le miroir intelligent, je crois. On est dans un débat, donc je voudrais rebondir positivement sur ce que Jacques vient de dire en 3 mots, à partir de 3 mots qu'il a prononcés. Les objets, l'environnement, leur environnement et l'assurance. Les objets, sans le service, vous avez raison, sans rien. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les grands constructeurs automobiles commencent à développer des voitures qui sont des produits-services. C'est-à-dire pas seulement un truc qui roule, mais un truc qui permet, grâce à sa connexion avec son écosystème et connexion des voitures entre elles, à offrir des services qui éventuellement sont à valeur ajoutée, donc payants. Les objets, on nous bassine, excusez-moi le terme, des objets intelligents. Et même moi, je l'emploie souvent, c'est plus court. La voiture intelligente, le téléphone intelligent, la maison intelligente, la ville intelligente. L'intelligence est quand même réservée aux humains, dans la mesure où l'intelligence n'est pas faite que de capacité de résoudre des problèmes, comme les algorithmes, mais la capacité émotionnelle, sensible, abstraite, c'est l'intelligence. Alors moi j'ai un mot, j'ai quelque chose à vous donner pour ce que je qualifie d'intelligent. C'est quelque chose qui est en temps réel, interactif, proactif. 3 qualités. Temps réel, interactif, proactif. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un téléphone. Donc, pour dire plus court, je dis intelligent. Deuxièmement, Jacques a parlé de l'environnement sans lequel cet objet n'est rien. Moi, je parle d'écosystème, et en plus de l'écosystème numérique. Ce qui est extrêmement important, c'est que ces objets soient connectés à un écosystème numérique. On parle beaucoup de la voiture connectée. C'est fantastique, il y a des vidéos partout, on la voit se diriger toute seule. Mais elle n'est rien sans une route intelligente, au sens où je viens de le définir, sans une ville intelligente qui envoie à la voiture des informations numériques qui lui permettent d'interagir comme nous. Quand nous voyons ralentissez et vous tournez à droite, on le fait. Et d'ailleurs, Toyota, pour ne pas les nommer, sont sur la voiture connectée hybride. Pas parce que son moteur est hybride, parce que les humains, en relation avec l'intelligence artificielle de la voiture, créent un climat hybride, c'est-à-dire que la voiture est connectée, elle conduit toute seule, vous êtes en train de jouer aux cartes en ayant retourné votre siège derrière, tout d'un coup, vous le retournez, vous dites « Non, non, je vais passer chez ma mère, à droite, tout de suite ». Et là, la voiture comprend vos gestes, comprend votre voix. Donc, tout est dans l'écosystème de la connexion. Et enfin, vous avez parlé d'assurance, qui est votre métier, et je reviens à la santé. Je pense qu'une révolution vers laquelle nous allons, grâce aux objets connectés et grâce à la prévention quantifiable, c'est ce que j'appelle le programme de maintenance de la santé. Ce programme de maintenance de la santé est en cours dans le monde. Des grandes entreprises pharmaceutiques, dont une d'entre elles qui hier vient de fusionner pour des raisons fiscales, vous savez de qui je parle, dans le monde, a lancé ces programmes de maintenance de la santé. Ça veut dire que le PMS, comme je l'appelle en abrégé, ou le Health Maintenance Programme, c'est un peu, toute proportion gardée, ce qu'on fait avec une voiture sophistiquée. Dans une voiture moderne, on l'a vu avec l'affaire Volkswagen, il y a 100 millions de lignes de code. 100 millions de lignes de code. Si j'ai une voiture allemande, par exemple, pas une Volkswagen, mais une autre, que j'ai un problème, on branche dessus, dans mon garage à Paris, un truc en fibre optique, et à Düsseldorf, il y a des gars en blouse blanche qui corrigent immédiatement les problèmes de code qui ne vont pas. Eh bien, le corps, sans nous comparer à une voiture, devrait être maintenu de la même façon. C'est-à-dire qu'avec le temps réel des réseaux connectés, avec le temps réel des objets connectés, avec les informations du big data, une entreprise pharmaceutique associée à une compagnie d'assurance. Les deux marchent ensemble. Je paye un abonnement à un tandem grande entreprise pharmaceutique, compagnie d'assurance, et je pense qu'Alliance est là-dessus d'ailleurs, j'en ai parlé avec les gens d'AXA, et ça les intéresse beaucoup. Parce que dans ma famille, il y a des allergiques, dans ma famille, il y a des maladies cardiovasculaires, par exemple, dans ma famille, il y a eu des cancers du sein. Donc je prends un abonnement avec ce tandem entreprise pharmaceutique et grande compagnie d'assurance qui, avec les objets et la connexion Internet, permet de me suivre personnellement toute ma vie, si je le souhaite. Il y a des gens qui disent « je n'ai pas envie de parler ». C'est ce que vous disiez tout à l'heure, à force de s'observer, on finit par devenir malade de sa propre observation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tout de même, avant de laisser la parole à la salle pour les questions éventuelles, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un danger enfin, il y en a plusieurs, mais au moins un auquel je pense là tout de suite. En France, ces derniers mois, est apparue une machine, je crois, pour les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, qui vous mettait donc normalement toutes les nuits pour passer de bonnes nuits et bien respirer. Et cette machine contient une puce qui envoie à la sécurité sociale le nombre d'heures
et 2 fois, vous l'avez utilisé dans le mois. Et si vous l'avez utilisé moins de 20 fois sur 30, le prix de location de la machine vous sera refacturé, alors que normalement, c'est la sécurité sociale qui le paye pour vous. Alors, la sécurité sociale n'étant finalement qu'un assureur, est-ce que le risque n'est pas que tous ces objets connectés envoient les données, et notamment les données que vous n'auriez pas envie qu'on montre, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait assez de pas, que vous avez fait des excès en matière de chocolat, que vous avez fait des excès en matière de sucre et qu'en sais-je, et que finalement, ensuite, vous ne soyez plus vraiment assuré parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour faire une prévention normale. Mais ça, c'est l'espèce de fantasme absolu. Oui, mais avec la machine dont je parle, ça marche déjà. Moi, je ne suis pas la sécurité sociale, je ne connais pas, mais je me dis quand même, revenons à la réalité. On vous a prescrit à un moment donné cet objet que je ne connais pas. Et on vous a dit, parce qu'il semblerait que vous ayez ce symptôme de l'apnée du sommeil, il soit bon qu'on le mesure. Et vous allez être pris en charge à 100% par la sécurité sociale, moi je ne suis rien là-dedans, par la sécurité sociale. Ça ne me paraît pas surprenant que si elle le paye, elle vérifie que vous l'utilisiez. Mais moi je suis assez basique là, hein. Je ne suis pas en train de savoir si elle vous surveille, je suis en train juste de dire, les objets connectés, c'est aussi une de leurs utilités, c'est le maintien à domicile post-hospitalisation, c'est l'observance éventuellement médicamenteuse, mais là en l'occurrence, c'est juste de dire si je rembourse, c'est un peu comme si vous me disiez, je suis en incapacité de travail et jamais je dois justifier que je suis toujours à la maison. Vous voyez, et on arrive à se poser des questions, comment on finance la sécurité sociale. Voilà, moi je fais de l'arithmétique de base là. Hein. Alors, j'ai promis qu'on pouvait passer aux questions de la salle. Et juste, c'est très Sauf rare si qu'un vous voulez assureur- rebondir non, mais encore. Vraiment, c'est très rare qu'un assureur défende la sécurité sociale. Donc vraiment, Oui, je crois que c'est un cas Faudra le unique dans noter. l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Attends, on va vous passer un micro. Je vous remercie parce que c'est très intéressant. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans tout ce que vous avez dit, parce que vous avez démarré avec le tableau de bord santé personnalisé. On a beaucoup parlé d'intelligence. On va fournir des datas à des organisations qui vont devenir de plus en plus intelligentes parce qu'elles vont avoir des algorithmes qui vont permettre de prédire des choses X, Y ou Z. Mais je trouve qu'on ne pose pas suffisamment la question du retour de l'intelligence vers l'individu. Parce que moi, mon tableau de bord personnalisé, si je ne sais pas pourquoi il faut que je mange du chocolat, j'arrête de courir, est-ce que c'est vraiment bien pour moi d'en manger, est-ce que je dois me mettre à courir comme tous mes copains, oui ou non, à tout moment, je peux me mettre dans une situation finalement à risque parce que j'ai écouté le gourou A, B, C ou D. Et donc cette problématique de est-ce que je deviens complètement con et je me mets à suivre les recommandations des uns et des autres, des algorithmes à gauche, à droite, ou est-ce qu'on me rend un petit peu de cette intelligence que moi je fournis avec mes données, je trouve, et c'est peut-être le rôle de l'assureur d'informer, d'expliquer, mais à quel moment je sais moi en tant qu'individu que c'est vraiment bien pour moi de manger du chocolat, que c'est vraiment bien pour moi de courir. Alors, Joël, puis Serge. Votre question est très pertinente parce qu'elle est liée au grand problème de la communication, de données complexes qui résultent de la science, de la recherche, de la technologie, des progrès scientifiques. Or, il y a eu, en 10 ans, en France notamment, mais dans le monde entier, des progrès considérables faits par les médias. D'abord, les médias télévisés. De plus en plus d'émissions de télévision médicales. Il y en a même pratiquement tous les jours, là, au début de l'après-midi, des émissions de grands débats, les enjeux, les dossiers existent pour expliquer aux gens les risques, les dangers, les avantages. Souvent polémiques d'ailleurs, mais enfin, on peut se faire un avis personnel. Ensuite, il y a des gens qui écrivent des livres, beaucoup, dont ici. Il y a des lieux comme la Cité des Sciences, le Palais de la Découverte, qui sont faits pour ça, pour expliquer. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de forums et de débats. Doctissimo, qui a été revendu par Laurent Alexandre, qui est parti en Belgique maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, mais... et qui se lance dans l'analyse de l'ADN, qui va être un marché colossal, eh bien, les 3 forums les plus regardés par les Français, c'est médical, automobile et sexuel, ou disons d'échanges légers. Donc, si vous voulez, ça veut dire que l'information est là. Ensuite, et je termine par ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On est infopollué, on a trop d'informations. Comment faire en sorte que soi-même on rende l'information pertinente ? Et la réponse de l'information pertinente, c'est savoir gérer son information, savoir la sélectionner, savoir utiliser des outils extraordinaires comme Twitter, que beaucoup de gens croient que c'est simplement un machin pour faire des cancans les uns sur les autres, mais Twitter est la plus grande source d'information mondiale,
if you speak English, because it's all in English, mostly. Donc voilà, si on sait utiliser l'information, la stocker, la retrouver quand on veut, on peut en partie répondre à la question que vous posez. Serge, je voulais y répondre aussi. Oui, je crois que c'est une vraie problématique. Tout à l'heure, j'avais insisté sur la notion d'accompagnement. On n'est pas tous à égalité. Et plus il y a d'informations, plus c'est difficile de la hiérarchiser. D'où d'ailleurs, je vais dire un gros mot, mais un rôle intéressant, par exemple, des journalistes. À un moment donné, il y a des gens qui sont là pour traiter l'information, normalement. Et donc, on n'est pas tous à égalité. Et plus on est issu de milieux modestes, peu formés, ainsi de suite, plus on est en risque, plus on est en fragilité, et plus il y a besoin, à côté de l'outil numérique, qui est des acteurs, on pourrait dire des tiers de confiance. Ça peut être des assureurs, ça peut être du tissu associatif, ça peut être du tissu pédagogique. Enfin, il y a besoin, encore une fois, plus on est fragile, moins on est informé, plus il y a besoin d'un accompagnement, parce qu'en effet, à un moment donné, gourou A, gourou B, les modes quand même changent beaucoup. Le super nutritionniste, et puis on en lit un autre qui dit exactement l'inverse. Enfin bon, voilà, donc il y a quand même aussi, et à un moment donné, là-dedans, il y a des gens, on peut même s'y perdre très très vite. Il y a même un risque, parce qu'à un moment donné, mais où je donne de la tête, je change, c'est comme l'histoire de régime, quoi. Donc en effet, il y a un besoin extrêmement important de ça. Et puis l'autre élément, Luc l'a un petit peu abordé, c'est ce que j'appelle la République des pairs, PAIRS. Les réseaux sociaux permettent, je l'ai vu par exemple sur la question des aidants. Les aidants entre eux, à un moment donné, je suis dans une situation, j'accompagne quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui a une sclérose en plaques, qui a Alzheimer ou que sais-je encore. Le médecin, il sait un certain nombre de choses, mais à un moment donné, j'ai besoin aussi d'échanger avec des gens qui sont passés par la même chose. Par exemple, je travaillais avec les femmes autour du cancer du sein. À un moment donné, elles disent, il est bien gentil le médecin, mais il n'aura jamais le cancer du sein. Donc il peut nous raconter ce qu'il veut. À un moment donné, j'ai besoin aussi d'échanger avec des personnes qui sont dans la situation. Et donc les réseaux permettent aussi ça. Et donc il y a une sorte de contre-pouvoir qui est fait par des réels utilisateurs, qui peuvent aussi se tromper par ailleurs, il n'y a pas une vérité. Mais en tout cas, il y a ces deux éléments-là, un besoin, une nécessité d'un accompagnement adapté en fonction des personnes, et par ailleurs, cette importance croissante d'un autre acteur qui est entre le sachant, l'expert et tout ça, qui sont les gens qui ont une expertise de la vie et qui vont se donner des conseils entre eux. Et donc, il y a ces deux éléments-là qui jouent, qui ont un rôle de plus en plus important autour de cette problématique qui, en effet, on n'est pas à égalité face à l'information. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui? Bon, deux dernières questions. Oui, bonsoir. J'ai cru comprendre de l'exposé de M. Breton que le comportement humain est finalement très prévisible. Est-ce que l'être humain est aussi prévisible que ça? De sorte qu'on va pouvoir prédire tous ses comportements. Le comportement humain est très personnel à l'individu. Par contre, les habitudes d'un individu sont assez définissent en anglais on appelle ça des patterns, des formes, enfin des traces qui sont assez personnelles finalement. Et si vous connaissez ces traces, par exemple, on a accéléré une start-up qui fait des enregistrements du cœur, hein, des battements du cœur. Et donc, chaque individu, moi je ne savais pas ça avant de rencontrer le patron de cette start-up, mais chaque individu a une trace de battement de cœur qui lui est personnelle. Donc c'est très différent d'un individu à l'autre. Vous ne pouvez pas dire en regardant un enregistrement que la personne est malade parce que vous ne la connaissez pas. Et donc il faut un certain nombre de durées d'enregistrement pour arriver à détecter des anomalies ou des maladies qui arrivent ou des incidents prévisibles. Et donc si vous faites ça, et si vous faites ça sur des centaines de milliers d'individus, vous arrivez à définir des patterns, des traces, et à anticiper. Et donc ça, c'est extrêmement précieux, parce que pour le coup, vous pouvez sauver la vie d'énormément de personnes qui sont surmenées, qui travaillent trop, qui font trop de sport. Ça arrive aussi, hein, quand vous considérez qu'il y a des gens qui font 100 km à pied ou en courant au bout de quelques mois d'activité, c'est probablement pas très raisonnable. Et donc, si vous arrivez à enregistrer ces personnes et à les suivre de façon très simple, vous pouvez anticiper des accidents et les éviter. Donc je pense que ça, c'est très intéressant. Après, sur la confiance, pour répondre à madame aussi, moi j'ai appris un dicton qui est: la confiance, ça se gagne par gouttes, ça se perd par litres. Et je pense que sur Internet, comme on est des milliards connectés,
Cette confiance, les marques qui nous proposent des services ou les coachs ou les soi-disant gourous qui peuvent nous prodiguer des conseils, la confiance peut venir par les gouttes de chaque individu qui ont eu un bienfait, mais elle peut se perdre instantanément. Et vous savez qu'Internet, de ce point de vue-là, c'est un peu comme la bourse, hein, la rumeur va très vite et puis bam, la valeur d'une société, on parlait de Volkswagen tout à l'heure, hein, la valeur de la société, elle a dévissé de 25% en quelques minutes. Qui l'aurait imaginé chez Volkswagen? Vous avez la même chose probablement sur la santé, ça peut aller encore beaucoup plus vite parce que les personnes ne supporteront pas de se faire fourvoyer sur leurs problèmes de santé, c'est évident. Et donc moi je fais assez confiance au bottom-up, c'est-à-dire la capacité que les individus, nous tous ici, qui sommes des citoyens responsables, voudront reprendre le pouvoir par rapport à ces marques et se passer le mot de bouche à oreille pour ne pas se laisser abuser. Une dernière question. Juste, pardon. juste pour Oui, Monsieur Richier. rebondir sur un exemple concret. Nous sommes très investis sur les questions de ce qu'on appelle conduite connectée. C'est-à-dire que le conducteur aujourd'hui, il veut être tarifé. Ça correspond à un besoin de personnalisation qui est poussé à l'extrême. Il dit, moi, je ne conduis pas comme mon voisin ni ma voisine. Et donc, d'après vous, combien de temps il faut pour déterminer son profil de conduite? Vous mettez un boîtier et vous pourriez dire, je suis obligé de laisser le boîtier en permanence et m'assurer quand même qu'il conduit toujours bien. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est faux. Ça ne sert à rien. Après, on a dit 6 mois. Maintenant, on est à 4 mois. Et on pense qu'en 3 semaines, demain, on sera capable d'avoir le profil. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un extra de temps en temps. Ce n'est pas ça le sujet. Ça veut dire, et je reviens sur les patterns, et on est exactement là-dedans. Vous êtes dans un profil, et c'est un profil de risque, parce que nous, notre métier, c'est de gérer des risques. Donc on gère des mutualités de risques, et on vous met dans un profil qui n'est pas juste à 100%, mais qui est peut-être vrai à 80%. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Oui, monsieur, dernière question. Oui, bonsoir. Pour vous permettre de conclure sur l'acceptabilité, qu'est-ce que chacun d'entre vous ou chacune de vos sociétés peut faire pour rassurer le consommateur sur l'utilisation de ces données personnelles? Parce qu'on voit bien que c'est souvent le frein que remontent les journalistes ou que remontent beaucoup d'intervenants. Donc comment chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez rassurer sur l'utilisation ou la non-utilisation des données personnelles? Alors, c'est la grande question. Allez-y, allons-y un par un. Je Luc Breton. peux commencer parce que c'est un sujet que je connais bien. Donc c'est transparence totale, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, et pas avec des conditions générales de vente qui font 125 pages en police 5 sur un écran comme celui-là. Parce que ça s'appelle se fiche de la tête des gens. Donc la transparence. Et que ma maman qui n'est pas une geek puisse comprendre en quelques mots très simples les points importants. Quand vous signez un contrat, c'est pas la peine de lire tout le contrat. Si on vous dit que les points importants ils sont là, et que c'est ceux-là qui nécessitent votre vigilance, c'est simple à expliquer. On peut appeler ça du marketing. Moi, j'appelle ça de l'honnêteté et de la transparence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la traçabilité. Quand vous donnez un opt-in, je ne sais plus qui, je crois que c'est M. Richier qui parlait d'opt-in, c'est très important. L'opt-in, donc, il doit être fait sur cette base de transparence. Mais quand vous donnez l'opt-in à Orange, vous ne donnez pas forcément l'opt-in à Allianz et vice-versa. Et donc, il ne faut pas que cet opt-in soit transitif sans information supplémentaire. Donc, il faut que ça aussi, ça soit traçable. La non-cessibilité des données personnelles. Quand vous acceptez via un opt-in de pouvoir utiliser vos données, il faut que vous sachiez dans quel contexte, pour faire quoi, mais pas que ça devienne une marchandise cessible sur le marché de gros comme 1 kilo de pommes de terre ou une tonne de blé. Donc ça c'est très important. Voilà, donc c'est déjà ces choses-là. Alors Stéphane Richard, le patron d'Orange, il a fait quelque chose qui est assez courageux il y a déjà plus de 2 ans. Il a signé une charte sur les données personnelles en s'engageant simplement sur ces choses-là et en disant, nous, chez Orange, on va être attentif à vous permettre de mieux comprendre ce qu'on fait avec vos données, à pouvoir agir dessus et à vous dire que même si ça demande beaucoup de travail, donc ça demande du temps, on se donne une obligation de moyens à rendre ça possible et intelligible par tous. Voilà. Alors, moi, je vous réponds non pas en entreprise, mais en prof et en consultant. Je ne peux pas vous assurer et vous donner confiance que vos données ne seront pas piratées
dans les systèmes actuels. C'est impossible. Nous sommes dans des systèmes extrêmement piratables par des professionnels. En revanche, ce que je peux dire comme conseil à ceux qui me posent la question, comme vous, c'est soyez vous-même exigeants vis-à-vis de la manière dont vous utilisez vos objets connectés, votre portable, votre ordinateur. Il existe des systèmes de protection. Quand je veux parler à mon voisin, si je veux lui parler sans que vous m'entendiez, je vais faire ça. C'est ce que font les politiques dans les réunions et les tables rondes. Oui. Ce petit geste est un geste de protection. Vous fermez les rideaux dans votre chambre d'hôtel si vous voulez être tranquille. Donc, il y a des réflexes numériques à avoir, et ils existent. Je ne vais pas les passer en revue. J'ai parlé de l'encryptage tout à l'heure et des inconvénients de l'encryptage vis-à-vis des terroristes, mais ça existe. Donc, il y a ça. La deuxième chose que je dirais, elle est complètement paradoxale, elle était à l'envers de ce que je viens de vous dire, mais je la dis quand même. J'ai écrit au début des années 80 avec ma femme un livre qui s'appelait « Branchez-vous ». Si j'avais à le réécrire aujourd'hui, j'écrirais « Débranchez-vous ». Ça veut dire que l'hyperconnexion crée beaucoup de problèmes, souvent, plutôt que de les résoudre, notamment l'hyperpollution par l'information. Et je pense que plutôt qu'un excès d'information, il nous faut un surcroît de sagesse. C'est-à-dire prendre le temps du temps, de se parler, de s'aimer entre nous, non seulement dans les familles et dans les couples, mais entre les gens qui travaillent avec vous, entre les gens qui construisent ensemble le monde de demain. Donc prendre le temps du temps, c'est un surcroît de sagesse, apprendre à se débrancher, apprendre à prendre le temps. Et là, ça évitera trop d'informations et donc trop de piratage aussi. Une réaction, Serge? Alors, aussi comme prof et comme consultant, déjà, on est tous, d'abord, nous sommes des êtres de contradiction. Hein, on dit un truc et puis voilà. Il nous arrive tous de dire des choses et de faire un peu l'inverse. Je demande toujours aux étudiants combien sont pour l'esclavage des enfants de moins de 12 ans. C'est très rare que des mains se lèvent, pour plein de raisons. Ensuite, combien portent des t-shirts Made in India, par exemple? Voilà, ils sont faits comment? Voilà, donc on a nos contradictions. Et par exemple, il y a la contradiction, d'un côté, je veux quelque chose le plus personnalisé possible, c'est la demande de l'assureur, du service, ainsi de suite, je veux quelque chose juste pour moi. Mais pour que ce soit quelque chose pour moi, il faut que j'ai donné des informations. Donc et en même temps, non, mais je voudrais garder un certain nombre de secrets. Hein. Donc voilà, donc on a cet élément-là. Comment on y répond? Alors aussi en sachant que selon les périodes, les choses évoluent. Il y a un scandale, il y a quelque chose, et d'un seul coup, bing, il y a 25% de plus de gens qui disent « Ah ben non, il faut faire attention ». Puis après, on oublie et hop, on passe à autre chose. Vous êtes dans des périodes, là, nous sommes dans des périodes un peu particulières. Les gens seront prêts à ce que la justice soit mise un petit peu de côté par rapport à la sécurité. Dans 2 mois avant, ça n'aurait pas été la même chose et peut-être que, pas dans 2 mois, dans 20 ans, ça sera différent. Voilà, donc c'est aussi lié à tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme réponse au-delà? Il y a sans doute pour une partie, donc de le savoir. Deuxième élément, cette éducation, apprendre les choses. Et puis en effet, c'est peut-être un petit peu autour de cette notion un peu de prendre le temps, de méditation. On parlait de courir. C'est devenu d'ailleurs courir, je dis courir, je suis un ringard. Maintenant on dit runner, le running. Hein, voilà. Et qu'est-ce que c'est le running? C'est on est à 25, on a des t-shirts de toutes les couleurs et plein de machins connectés. Moi je continue à avoir envie de courir tout seul. Parce que c'est un moment où je suis entre moi et moi. Et surtout, je veux rien dans les oreilles. Voilà. Et c'est un moment où justement, je m'extrais de tout ça. Donc c'est des moments où on fait, c'est comme de la diète. Jeûner, c'est pas mal. De temps en temps, arrêter de manger pendant une journée. Eh bien, c'est pareil. J'adore le chocolat, mais de temps en temps, je me dis, allez, peut-être pas une journée, parce que ça, j'y arrive pas. Mais disons, pendant 1 heure, j'en mange pas. Et bien voilà, à un moment donné, on arrête un petit peu. On arrête les choses. Et il y a une diététique autour de ça. Il y a une Diététique de éducation. l'information. Voilà, diététique de l'information, c'est l'élément central. J'avais fait il y a quelques années, pour des mutuelles, c'était extraordinaire. C'est des femmes qui disaient, mon mari il est à la retraite, c'est devenu un légume. Il passait sa vie devant la télévision. Vous savez qu'il y a 2 drogues difficiles, le LSD ou TF1. C'est les 2 drogues majeures. Bon voilà, donc à un moment donné, il faut faire une diététique de tout ça. Il faut éloigner tout ça. Et donc se dire de temps en temps, je me prends 1 heure où je ferme toutes les connexions, je ne suis pas sur le Facebook, voilà. De temps en temps, mais tout le monde n'a pas la même capacité. Donc encore une fois, cette qualité d'accompagnement et d'éducation. Alors, Jacques Richier, Alliance, la rassurance, pour vous, c'est quoi? Non, je vais commencer par une provocation. J'ai besoin de plus de données, moi. Je manque de données. On avait cru le comprendre, oui. C'est la première chose. La deuxième, parce que dans ce monde dans lequel on est, on en a besoin. Ensuite, paradoxalement, j'ai besoin de plus de données de qualité parce que nous sommes régulés et que le régulateur nous demande d'avoir des données de qualité. Et vous savez pourquoi? Notamment pour traiter dans le temps, puisque nous sommes capables d'accompagner nos clients
30 ans, 50 ans, 70 ans, de traiter cette qualité de données. Et là où ça devient difficile, c'est qu'on nous demande maintenant de les tenir à jour constamment. Donc nous, on est aujourd'hui dans une situation où on est plus, c'est comment on arrive à avoir des données fiables à jour. Ensuite, nous sommes régulés et de toute façon, toute donnée nouvelle qu'on veut utiliser, on passe systématiquement par la CNIL, comme la plupart. On a un correspondant CNIL, on est très, je dirais, régulé de ce point de vue-là. Et pour revenir à ce qu'on disait, nous ne sommes favorables qu'à l'opt-in. C'est-à-dire qu'il faut que le client sache que quand on lui demande, est-ce que vous, par exemple, je parlais de la conduite, est-ce que vous voulez participer au programme? Voilà les données qu'on va mesurer et on vous les redonne. Là, on leur dit, vous roulez en moyenne comme à telle vitesse, comme un conducteur responsable, etc., etc. C'est tout. Voilà, Voilà. Mais j'en voudrais plus, moi. De qualité, de qualité. On a cru le comprendre. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Jacques, Serge, Joël, Luc, merci beaucoup pour la qualité de ce débat. Je crois qu'on peut les applaudir. Et bonne soirée à tous. Et faites attention en sortant.